Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième événement des mardis de la transmission, les webconférences des passionnés, qui est dédié ce soir à l'intégration des personnes sourdes et malentendantes. Alors nous parlerons forcément de langue des signes. Cet événement est organisé par Demain, un organisme de formation professionnelle et philanthropique. Nous proposons des formations en management de projet et aussi des accompagnements en PNL, programmation neurolinguistique, hypnose ou CNV, communication non violente. Enfin, philanthropique, car chez Demain, nous avons choisi de construire un monde différent et pour cela, nous reversons chaque année une partie de notre chiffre d'affaires à des associations qui s'engagent en faveur de l'éducation. Alors, pourquoi ai-je choisi de faire un mardi de la transmission sur ce sujet alors que j'aurais pu rester sur mon chemin avec des thématiques, disons, beaucoup moins ciblées? À vrai dire, je suis assez fan de séries et toujours à la recherche de séries qui vont m'ébranler un peu, me faire ressentir des sentiments parfois partagés au fond de moi. Globalement, c'est ce que j'attends de l'art au sens large. Et c'est pour ça que je pense qu'il est d'ailleurs important de ne surtout pas le dissocier du bien-être mental. Peut-être avez-vous déjà vu des séries à grand succès, et alors, principalement là pour le coup, j'en citais 2 américaines, mais pas que, autour de la jeunesse, telles que 13 Reasons Why, qui traitent de plusieurs sujets forts, tels que le harcèlement et principalement aussi le suicide chez les jeunes, ou plus récemment Euphoria, la série de HBO, qui traite du sujet de l'addiction chez les jeunes. Bon, bah, à côté de ça, moi j'ai découvert il y a 1 an à peu près, une série française qui m'a particulièrement touché, en fin de compte, et qui s'appelle Scam France. Et cette série, alors bien sûr, je la recommande, vraiment. Cette série, elle traite de vérité et elle résonne beaucoup sur des sujets donc, qui sont des sujets qui ne sont pas évidents, surtout pour notre jeunesse, même dans la vie en général, vous allez me dire peut-être, l'homosexualité, la religion, la bipolarité. Et il y a aussi une saison entière qui est dédiée à la surdité, où un jeune qui avait des difficultés d'écoute d'une oreille, du jour au lendemain, en fait, se retrouve dans un monde sans bruit et virevolte en fin de compte entre ces deux mondes, avec d'un côté l'envie de rester dans le monde des entendants, mais en devant cacher l'appareil auditif, et de l'autre, l'envie de découvrir, alors il faut le dire, il y a une fille dans tout ça, qui est pour beaucoup, mais le monde des sourds et malentendants avec l'apprentissage de la langue des signes. Voilà, en tout cas, vraiment, je vous conseille cette série. Je pense que si aujourd'hui j'avais des enfants qui étaient adolescents, en tout cas, je prendrais vraiment un plaisir intense à regarder cette série avec eux. C'est pas le cas, mais en tout cas, voilà, je le conseille pour les jeunes et les moins jeunes. Vraiment, c'est une série qui est très très bien faite. Bon, je passe mon discours, bien sûr. C'est terminé cette courte ou peut-être longue introduction. En tout cas, je suis ravi d'accueillir pour ce troisième événement à nouveau 2 femmes avec qui j'ai eu la chance d'échanger sur cette thématique de ce soir. Tout d'abord, Laure Giry. Alors, Laure est consultante en communication adaptée et spécialiste de la surdité et des malentendances. Et Laure a créé son entreprise qui s'appelle Cléa et intervient donc, en entreprise et auprès des professionnels de la petite enfance. C'est une passionnée par la culture sourde et la langue des signes. Et ce qui lui tient à cœur, c'est de prendre part à la reconnaissance, justement, du monde des sourds dans la conscience collective. Donc, bienvenue, Laure. Merci de m'accueillir. Bonjour, Mathieu. Et de l'autre côté de notre table virtuelle, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Vitalbo. Alors, Valérie est professeure diplômée spécialisée auprès d'enfants déficients auditifs. Et depuis 2013, elle participe au sein d'une association à l'adaptation des enfants à leur milieu de vie. Et pour ça, elle utilise une pédagogie spécialisée et adaptée aux besoins des enfants. Alors, ce qui lui tient à cœur, c'est que ces jeunes deviennent autonomes dans un monde entendant et parlant. Bienvenue, Valérie. Bonsoir. Alors, bien sûr, tout de suite, le programme tant attendu de la soirée. La conférence est en 2 parties de durée sensiblement égale. Dans la première partie, je vais poser 3 questions à nos invités pour en savoir plus justement sur cette passion qui les anime, d'où ça vient, qu'est-ce qui a créé en fin de compte en elles ce pourquoi elles se sont engagées sur ce chemin-là. Et bien sûr, si vous avez des questions de votre côté, vous pouvez les mettre dans le chat. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous aurons la possibilité d'y répondre et de poser, vous aurez même la possibilité d'ailleurs de poser directement vos questions à nos invités.
Bonne conférence à tous et à toutes. Alors, question 1. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on commence par Laure et après Valérie, mais parce que c'était comme ça dans la communication, mais s'il y en a une qui se sent plus à même de répondre et de changer, je sais que les invités aiment bien changer parfois et se donnent la parole, donc voilà, n'hésitez surtout pas, c'est vous qui avez la main. Alors, cette première question qui pour moi est peut-être la plus, pas dire la plus importante, mais en tout cas la plus marquante, c'est justement comment. Alors, c'est une thématique ce soir qui est vraiment assez large quand même, mais comment l'intégration auprès de personnes sourdes et malentendantes est arrivée dans votre vie et qu'est-ce que ça vous a apporté ou vous apporte dans votre quotidien? Ou dit différemment, d'où vous vient cette passion, en fin de compte, qui vous anime? Donc, du coup, je vais te répondre, Mathieu. Moi, c'était durant mon parcours universitaire, en fait. Je me cherchais un petit peu quand j'étais encore adolescente, après le bac, moi, ce que je voulais être orthophoniste. Et puis, comme beaucoup, j'ai pas eu les concours. Et donc, en attendant de pouvoir retenter, je me suis orientée vers d'autres études qui étaient assez proches, qui étaient les sciences du langage. Et en fait, dans ces études-là, j'avais la possibilité de prendre une option qui s'appelait l'histoire et la structure de la langue des signes française, qui m'a vraiment interpellée. Donc, j'ai essayé. Et bien m'en a pris parce qu'en fait, je me suis complètement passionnée. Je suis tombée sur une intervenante passionnée et passionnante. Et du coup, j'ai vraiment tout de suite accroché. Et je suis vraiment... comme je dis, en fait, je suis vraiment arrivée côté langue des signes et culture, quoi. J'ai d'abord appris l'histoire des sourds de France, appris comment était construite la langue des signes française. À partir de la deuxième année de licence, je me suis spécialisée en linguistique dans la langue des signes française et j'ai appris à parler à partir de cette deuxième année à parler la langue des signes française jusqu'à aller après jusqu'à un master interprétariat puis ensuite un master nouvelles technologies et handicap, sachant que je n'ai pas pu terminer mon master interprétariat. Mais c'est vrai que du coup je suis vraiment arrivée sur l'aspect communication, culture et donc du coup pour moi vraiment un nouveau monde, une autre façon de vivre finalement, de voir le monde, un autre angle de vue, avec toutes les difficultés qui pouvaient aussi être en rapport avec le fait de ne pas entendre et de ne pas comprendre. Mais c'est vrai que ça a commencé par un émerveillement. Puis après, tout un tas de questions. Mais du coup, comment ça se passe au quotidien, etc. Donc, bien évidemment, plus j'avançais et plus je découvrais, plus j'apprenais. Et c'était vraiment, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté passion pour moi qui est toujours là, parce que j'ai toujours ce petit pincement quand je peux transmettre et que je vois les autres commencer à découvrir ce qu'est la langue des signes, à découvrir ce qu'est le monde des sourds, et même au-delà de ça, découvrir simplement aussi quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer ces personnes-là, parce qu'elles ne sont pas toutes en langue des signes, et ça, je l'ai abordé d'une autre manière plus tard dans mon master. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment ça. Je suis arrivée dans l'université, dans mon parcours universitaire, et ça m'a apporté cette ouverture d'esprit qui fait que finalement, aujourd'hui, j'ai cette chance. Je l'ai aussi beaucoup étoffé, évidemment, puisque d'année en année, je suis restée dans ce monde-là, puis après dans d'autres mondes encore, avec d'autres types de handicap, comme on dit. Mais pour moi, justement, j'évoque très rarement ce terme de handicap, puisque j'aborde en fait l'individu tel qu'il est, sans forcément nier ses difficultés, mais simplement, du coup, j'ai pas ces barrières que peuvent avoir d'autres personnes qui ne connaissent pas et qui sont quelque part compréhensibles. Mais voilà, donc j'ai vraiment cette ouverture d'esprit grâce à ça, parce que j'ai eu la chance finalement de découvrir ça assez jeune par rapport à mon parcours. Voilà pour moi. Merci en tout cas. Ce que j'ai en tout cas moi retenu, c'est en tout cas la transmission d'une personne au départ effectivement passionnée à l'université. C'est vrai que ça peut effectivement passer par là.
Est-ce que cette personne a un nom ou est-ce que tu t'en souviens? Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui, elle est docteure aujourd'hui. Oui, elle est docteure renommée et professeure éméritée d'université à l'université de Saint-Denis à Paris 8. Okay. Et elle s'appelle Marie-Anne Salandre. C'est une linguiste, chercheuse et enseignante. Super. Bon, ben, on lui passe le bonjour. Voilà, je trouve que c'est toujours important effectivement de mettre en lumière ces professeurs ou intervenants, enfin peu importe, mais en tout cas le terme qu'on utilise, effectivement, qui peuvent transmettre leur savoir et justement, alors je ne sais pas si elle est au courant en tout cas, mais c'est assez fou en tout cas de pouvoir transmettre une certaine passion, quoi. En fait, je te remercie de m'avoir permis de donner son nom parce que j'ai eu beaucoup de chance. En fait, je suis arrivée un petit peu pas dans les débuts des recherches linguistiques puisque ça datait des années 80, mais à partir du moment où ça commençait à se transmettre, on va dire, à l'université de Paris 8. Et Marie-Anne Salandre était pas des premières, mais dans les premiers rangs, on va dire, qui suivait les pas de Christian Cuxac, qui est un linguiste très connu, en tout cas dans la communauté sourde, puisqu'il a vraiment œuvré à démontrer avec ses collègues que la langue des signes française est une langue à part entière. Et j'ai eu la chance d'avoir Christian Cuxac comme professeur à l'époque. Et voilà, donc à l'époque, c'était des stars pour nous. et ça l'est encore, je crois. Super. Merci en tout cas pour ce partage. C'est toujours particulier, en tout cas, voilà, de partager effectivement d'où vient cette passion qui nous anime. Et de ton côté, Valérie? Alors moi, c'est totalement différent parce que j'ai découvert la surdité par mon métier de professeur. Donc, j'étais professeur et bien évidemment, des fois, on est un peu plus attiré par l'enseignement spécialisé, par tout ce qui est les élèves en difficulté, essayer de les récupérer, de voir, de partager, de se mettre à leur niveau, d'adapter. Et à force de mettre en place des petits outils, on arrive à devenir professeur spécialisé pour tous les enfants, parce que ça profite à tout le monde. Et puis, par ailleurs, j'ai été guide dans un musée et on a mis en partenariat des visites guidées pour des enfants sourds. Et j'ai découvert ces enfants sourds et la manière de leur parler différemment, la manière de leur faire sentir les choses différemment. Et ça a été un coup de foudre parce que du coup, on ne s'adapte pas et on ne leur parle pas de la même manière. On découvre un univers passionnant. Et à partir de là, il faut se remettre en question tout le temps. C'est des enfants, c'est un handicap, c'est la surdité, les préparer à notre société qui est difficile, qui est dans un monde entendant, qui est particulière aussi. Et c'est passionnant, voilà, une passion de l'enseignement des enfants et de la surdité. Super. Merci Valérie. Alors oui, effectivement, comme tu l'as dit en introduction, c'est assez marrant parce que c'est un chemin peut-être inverse en tout cas, effectivement d'être professeur et ensuite de découvrir en fin de compte ce monde-là en tout cas et de l'accompagner, quoi. Mais c'est très, très intéressant, effectivement, notre façon d'apprivoiser en tout cas une passion. Merci en tout cas pour ce premier partage, cette première question. La deuxième question que j'avais, c'est maintenant qu'on sait d'où ça vient, cette passion, enfin, effectivement, d'où c'est né. Je ne sais pas si c'est français, mais je dis quand même. La question numéro 2, c'est quelle place, donc plutôt même aujourd'hui, en fin de compte, quelle place a cette intégration, en tout cas, de ces personnes dans votre vie? Quelles sont peut-être vos activités et qu'est-ce qui vous met en action, on va dire, aujourd'hui? La place, pour moi, elle est centrale, puisque c'est clairement mon activité principale. Là encore, j'ai eu la chance, par un contexte de vie et mon parcours, aujourd'hui d'en faire mon métier, en fait. Alors c'est un métier très peu connu, puisqu'on doit être 3 sur le territoire français à le faire, et en plus avec chacune nos spécificités bien à nous, puisqu'on ne fait pas forcément les mêmes types d'interventions. Et puis, comme moi je suis un peu curieuse, j'ai élargi un petit peu mon champ d'action, ce qui fait que du coup je suis sur 2 aspects, mais toujours en relation avec la surdité et les malentendances, ou plus globalement la déficience auditive. Il y a un aspect un peu
terrain, hein, où en fait là je vais vraiment beaucoup travailler avec des entreprises, donc le monde professionnel tel qu'il est. Et là, je vais intervenir pour adapter des postes de travail. Je peux intervenir pour faire de la sensibilisation d'équipe également, ou ou autrement aussi de l'accompagnement humain de la personne en fait pour l'accompagner dans son intégration sur son poste de travail. Voilà. Et puis le deuxième aspect, il est beaucoup plus sur la transmission, qui est un mot que tu aimes beaucoup, Mathieu, parce que je fais beaucoup de formations également de professionnels. À l'époque, j'en faisais aussi pour les particuliers, pour les parents. Je fais de la formation pour les professionnels sur plusieurs thèmes. Donc, en effet, il y a le fait d'accompagner une personne malentendante. Donc là, on va plus être sur les personnes qui travaillent justement comme aide à la personne. Je travaille pour les professionnels de la petite enfance et là, je leur apprends plutôt la mise en place de ce qu'on appelle la communication gestuelle associée à la parole. Donc, ce n'est pas de la langue des signes à proprement parler, mais c'en est inspiré. Et c'est pour mettre en place une communication donc gestuelle associée à la parole avec les enfants entendants, avec les bébés entendants. Voilà. Et puis également de l'initiation à la langue des signes française. Et là, on est vraiment sur le fait de s'adapter à un enfant qui est, lui, signant, donc sourd-signant, comme on appelle ça. Voilà, donc il y a différents types de formations que je donne actuellement et type d'intervention également avec différents publics, voilà, comme je l'ai cité. Mais clairement, la place, donc, je pense que vous l'avez compris, elle est assez centrale dans ma vie. Je fais ça tous les jours. Et ce qui est fou, c'est la statistique que tu cites. C'est vrai que moi je te connais, donc c'est plus facile en tout cas, mais à dire que vous êtes 3 en France à faire ce métier-là, Alors, ces accompagnements. Oui, alors je vais rectifier. 3 spécialistes sur la déficience auditive qui intervenons sur des études de poste. C'est-à-dire qu'après, derrière, il y a des ergonomes. Certains essayent de se spécialiser. Il n'y a pas vraiment encore de reconnaissance à ce niveau-là. Je pense qu'on va y travailler. Et en revanche, tout ce qui est communication gestuelle, on est bien d'accord que c'est là, il y a beaucoup plus de personnes disponibles sur ce plan-là. Bien sûr. Ok. Non, bah c'est très riche en tout cas, et effectivement, ça fait partie de ton quotidien. C'est mon quotidien. C'est ton quotidien, oui. Et de ton côté, Valérie, comment ça se met en action, cette Alors passion? moi, c'est mon principal métier puisque j'accompagne des enfants. J'ai 9 enfants à un accompagnement qui va de 4 ans à 17 ans. Donc, c'est aussi bien l'apprentissage de la lecture, puisque c'est en moyenne section. Et puis, la semaine prochaine, on va passer les épreuves du bac blanc. Je vais accompagner certains élèves pour passer le bac blanc. Mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. C'est être attentif à ces personnes qui n'entendent pas bien, soit qui le sont devenues, soit qui sont sourdes. C'est en voyage, on rencontre. Il y a beaucoup la communauté sourde voyage beaucoup, et c'est très intéressant parce que après, on peut échanger comme n'importe quelle langue, donc c'est très intéressant. Donc au quotidien d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue citoyen, on va dire ça aussi. Et après, par des actions plus personnelles et plus succinctes, voilà, proches de chez moi. Voilà. Merci en tout cas. Et ça, en tout cas, ça m'a fait penser à quelque chose. Alors, je ne sais pas si le parallèle est forcément très bon, mais vous m'excuserez, mais je présume en tout cas, si je me mets à votre place, c'est que je sais que quand on... Bon, le parallèle, je voulais le faire avec les voitures. En fait, quand on doit... c'est un peu bizarre. Quand on doit acheter une voiture, et par exemple, j'en ai acheté une dernièrement, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, et en fait, bizarrement, on voit que ça après. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si on avait ouvert un champ des possibles, et en fait, on voit que ces voitures-là. Et je pense qu'il est possible que vous ayez en fin de compte des capacités peut-être à percevoir en fin de compte ce que nous, on ne pourrait pas percevoir. Alors, moi, je l'ai ressenti en discutant aussi un peu avec Laure, mais
voilà, je pense qu'il doit y avoir chez vous, en tout cas, cette capacité-là à voir ces petits gestes ou ces petits, sans forcément que les personnes signent. Donc là, oui, forcément, c'est visible. Mais même sans ça, peut-être qu'il y a des automatismes, en tout cas, des choses, enfin, en tout cas, qui font tilt à un moment donné, dans la vie quotidienne, en fait, comme tu dis. Oui, parce que par exemple, c'était des exemples aussi dans le train. Généralement, dans le train, c'est des messages audio et il peut arriver un accident ou un arrêt ou quelque chose qui se passe. Et en fait, voilà, juste aller voir la personne, lui traduire qu'il y a un petit problème ou lui dire qu'il y a quelque chose. Juste ça, même si elle a entendu peut-être. Alors après, c'est difficile de se positionner, mais généralement, ça se passe. C'est chouette. C'est très chouette. Après, c'est vrai que on le dit, hein, comme d'autres types de handicaps, c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc, nous, on va avoir plus de sensibilité si on voit qu'une personne a tendance à être beaucoup plus, comme on appelle en lecture labiale, ou si elle choisit sa place quand elle va se mettre dans une réunion, des choses comme ça. Donc oui, ça, on va peut-être le voir un peu plus. C'est pas toujours évident, hein, ça dépend. Il y a des personnes qui donnent bien le change, mais oui, on va forcément être, comme on est plus sensibilisé, on le voit quand même un peu plus. Et puis là, je vois en plus ces derniers temps vraiment la grosse difficulté. Moi, ce qui m'est arrivé, pour donner un parallèle à l'exemple de Valérie, c'est que j'avais une personne devant moi dans un magasin qui essayait de comprendre ce que lui disait la personne au guichet, sauf que cette personne avait le masque. Elle lui a demandé d'enlever le masque en essayant de lui dire qu'elle était sourde. La personne en face, non préparée, lui a répondu qu'elle n'avait pas le droit. Et la chance en fait qu'il y a eu, c'est que moi j'étais derrière et que j'ai pu aider cette personne. En plus, elle était en langue des signes, donc du coup ça s'est passé assez fluidement. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus difficile ces derniers temps avec le port du masque, parce que les personnes malentendantes lisent sur les lèvres. Et quand elles ne peuvent pas le faire, comme c'est le cas en ce moment, ça devient extrêmement difficile. Petite parenthèse à ce propos. Oui, c'est sûr. J'avais vu justement les fameux masques transparents qui venaient justement en aide aux personnes qui, comme tu dis, en fait, quel est le terme exact? C'est le signature labiale? Enfin, c'est la lecture labiale. Lecture labiale, tout simplement. Okay. Oui. Merci. Oui. Et puis c'est vrai qu'on n'a peut-être pas défini. Alors moi, parce que je dis ça parce que Laure m'a repris. La première fois qu'on a eu cette discussion sur cet événement, et je te remercie d'ailleurs. Et en fait, peut-être revenir là-dessus justement parce qu'on dit donc langue des signes, mais on ne dit pas langage, c'est ça? Non, on ne dit pas langage, même si une langue en soi est un langage. Hein. Mais non, on ne dit pas ça parce que justement, et ça c'est plutôt lié à l'histoire des sourds de France pour le coup, depuis 2005, ça a été reconnu en tant que langue à part entière avec justement l'équipe de Christian Cuxac et bien d'autres, hein, mais que j'ai cité tout à l'heure. Et c'est vraiment important en fait que ce soit respecté, reconnu, revendiqué, parce que ça fait partie de l'identité sourde. Donc, c'est une langue, on peut tout dire et elle est bien reconnue en tant que telle. Donc, c'est important, oui, de bien choisir le terme de langue. Tout à fait. Bien. Merci en tout cas de le rappeler. Alors, et cette fameuse troisième question, est-ce que, je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre. Alors, cette question, elle regroupe beaucoup de choses. C'était de savoir si vous aviez justement un ou plusieurs conseils, même voir des exercices en fin de compte. Et puis, je vais même aller un peu plus loin, peut-être pour les personnes qui seraient intéressées, justement, elles aussi, pour aller plus loin. Alors, je sais que Valérie, tu m'as envoyé un fichier que je vais effectivement partager au moment où je partagerai la vidéo, avec justement des ressources. Donc, ça, c'est top, merci. Et est-ce que vous auriez peut-être, on aime bien, en tout cas ici, chez Mardi de la Transmission, les livres, parce que de plus en plus, on les oublie, alors qu'en fait, c'est une connaissance assez folle. Donc, peut-être un livre à partager si vous en avez un, bien sûr, c'est pas obligatoire, mais voilà. Donc, conseils, exercices et livres, ça fait beaucoup, je sais, mais prenez ce que vous voulez.
Écoute, oui, parce que moi j'avais sélectionné 2-3 petites choses, puis finalement aujourd'hui j'ai revu un peu ma copie et j'ai rajouté encore plein d'autres choses. C'est un petit peu mon défaut. Du coup, je ne sais pas si il y aura doublon avec Valérie. Je pense qu'on s'ajustera après quand tu passeras les infos. Je suis désolée Valérie parce que j'ai vu ton mail assez. Oui, non, mais Voilà, donc on va le faire ensemble et puis comme ça, ça sera plus facile. Et c'est vrai que de mon côté, mais ça j'en avais déjà noté, c'était peut-être en termes de ressources déjà, parce que je parlerai un peu des conseils après, mais en termes de ressources, il y en a beaucoup. Après, celle que moi j'ai envie de te partager, c'est notamment L'œil et la main, qui est une émission qui passe tous les lundis matins et qui se diffuse également sur le site de France 5, qui est finalement une émission donc présentée par des personnes sourdes et qui va traiter de divers sujets de société, quels qu'ils soient, mais sur l'angle, en fait, de l'angle de vue des personnes sourdes et malentendantes. Donc avec leur point de vue et comment elles le vivent, etc. Donc ça reste très intéressant et en plus c'est un modèle d'accessibilité audiovisuelle extrêmement intéressant puisque, comme je dis toujours, c'est intéressant de voir la place que prend l'interprète sur l'écran quand on va voir ce type d'émission qui n'a rien à voir avec l'accessibilité qu'on connaît aujourd'hui. Un autre un documentaire aussi, ça s'appelle J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd. Un documentaire qui pour le coup il est payant, il est disponible sur YouTube mais payant, c'est pas très très cher. C'est un beau film, hein, c'est un film qui dure un peu plus d'1 heure il me semble, qui est de Laetitia Carton. C'est une personne qui a découvert la langue des signes grâce à un ami sourd et qui s'en est passionnée, qui a découvert la culture sourde, l'histoire des sourds, et donc elle va raconter tout son périple. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un film très poétique et très informatif. Question livre, justement, j'en ai sélectionné parce que je me suis dit la même chose que toi. Finalement, je n'en avais pas sélectionné. Et j'en ai choisi 3. Le premier, c'est Sourde en centre d'appel de Claire Merlin. C'est intéressant parce que c'est une personne qui est devenue sourde, hein, qui était entendante et qui est devenue sourde. Et en plus, elle travaillait en centre d'appel. Et en fait, elle a vraiment vécu l'enfer. Et c'est un témoignage qui est poignant, qui est extrêmement intéressant au point de vue justement, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on devient malentendant et qu'on est dans un métier qui est pas du tout adapté à ça. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, elle a évidemment changé de formation, etc. Mais ce livre est vraiment très intéressant. Et j'ai choisi aussi Entendre d'un regard d'Isabelle Kaiser-Gruber, qui est une personne qui est, elle, devenue sourde à l'âge de 11 mois, donc très tôt, mais qui en revanche a découvert la langue des signes qu'à 40 ans. Donc, qui parle un petit peu de tout ce qu'elle a vu comme moyen de communication à travers sa surdité et les moyens aussi qui lui ont été donnés. Donc très très intéressant également. Et le dernier livre que j'ai sélectionné, c'est L'introduction à la culture sourde de Thomas Holcomb, qui va plutôt aborder ça de manière un peu ethnique, on va dire ça comme ça. Voilà, quelles sont les mœurs, la façon de vivre, les réflexes, voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Et puis, je pense que moi, je vais m'arrêter là de mon côté, même s'il y a d'autres choses que j'ai notées, mais je pense que Valérie va pouvoir les partager. Et si tu es d'accord, on parle des conseils après, ça te va? oui. Très bien. Alors, moi, j'étais plus sur j'ai envoyé des liens plus sur la spécificité du métier de professeur. Donc, l'université, il n'y a qu'une université en France qui prépare à ce métier-là, elle est à Chambéry. Donc, c'est un master enseignement avec une option enseignement en surdité. Donc, j'ai mis les liens. Et j'ai mis un lien aussi d'association qui explique ce qu'est ce métier-là, puisqu'on a une double casquette, l'enseignement adapté et la rééducation de la parole et la communication, l'adaptation dans ce monde enseignant, entendant. Et puis, alors moi, j'ai pas de télé, donc je regarde pas les émissions à la télé. Alors, du coup, j'ai un petit peu adapté plus de sites internet pour que les parents. Moi, je suis plus confrontée à des parents qui ont des enfants et qui découvrent la surdité de leurs enfants. Donc, il y a Surdie Info
qui va donner des informations parce que les parents sont confrontés au choix de faire des implants ou pas, la langue orale ou la langue des signes. Donc, quand on est parent, il y a beaucoup de questionnements, donc il y a plein de sites. Nous, on n'est pas là pour dire que c'est mieux d'un côté ou de l'autre, mais les parents doivent juger. Et donc, il y a un petit peu des conseils. J'ai repris aussi, j'ai vu que Laure les avait marqués aussi. Et puis, alors moi, j'ai un peu plus Instagram. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens, de particuliers qui ont des sites adaptés avec un design qui est top et avec des signes très simples, des bandes dessinées. Donc, je ferai un lien avec Laure aussi, on va compléter, et puis avec ses livres. Donc, voilà, moi, les petits conseils, et puis on fera un document commun. Oui, super. On pourra effectivement le partager. En plus, nous, on a demain son Instagram, donc en plus, on peut relayer aussi l'information directement dessus. On pourra peut-être même d'ailleurs faire le lien effectivement avec au moment où on dira que le replay est disponible. Il ne faut pas hésiter, surtout qu'il y a beaucoup de choses peu connues et pas assez connues. On l'a vu, je fais pareil, mais avec le soutien aux étudiants en ce moment, et soutien-étudiant.info. Pareil, en fait, il y a un Instagram qui existe, et en fait, c'est quelque chose qui, forcément, quand on touche un public jeune, Insta fonctionne encore, même si on est parti plus sur du TikTok ou autre chose, mais ça fonctionne encore. Donc, c'est vrai que c'est un bon moyen de transmission d'information. Moi, je suis trop vieille pour TikTok alors. Alors, TikTok, sur Instagram. Il y a, hein. Sur TikTok, il y a également. Mais moi, je connais pas. Je te laisse. Il y a des jeunes qui font en effet la même chose en fait, hein, mais sur TikTok. Ouais. Oui, c'est ça. Mais je te laisse Laure alors, c'est parfait. Non, mais oui, j'ai croisé ça. On peut trouver cette info et la rajouter également. Oui. Alors, les conseils, parce que moi j'avais une demande particulière, mais après peut-être qu'on verra après quand on va donner la parole aux participants, mais aussi un conseil peut-être. Alors je sais pas si vous avez travaillé vos conseils en fait en fonction de personnes comme moi en fait, comme nous. Enfin je sais pas. D'ailleurs des personnes qui ont une connaissance extrêmement faible en fin de compte de ce monde-là. Mais je vous laisse peut-être y venir. Quels sont vos conseils? Moi, j'ai pas préparé beaucoup de conseils justement parce que c'est assez global dans le sens où si on arrive à se dire qu'en fait la personne en face de soi peut avoir justement des difficultés ou simplement une autre façon de communiquer qu'on ne connaît pas forcément, à ce moment-là, on arrive à pas être dans l'a priori et plutôt à être dans la découverte. Et donc finalement, le conseil, c'est ça, c'est n'oubliez pas qu'en tout cas, concernant la déficience auditive, ça ne se voit pas au premier abord. Et voilà, quand on sait ça, parfois on peut peut-être se dire attention, là je vais peut-être pas m'énerver, mais simplement peut-être que la personne ne me comprend pas et donc il y a peut-être une autre façon d'aborder les choses, même si je ne sais pas vraiment comment. En tout cas, déjà, ne serait-ce que d'y penser et d'avoir à cœur simplement d'être en lien avec l'autre, ça change tout. Après, on a le droit à l'erreur derrière, ça, c'est pas un problème. Après, bien évidemment, il y a la possibilité de passer par l'écrit, mais toutes les personnes sourdes ne sont pas fans d'écrit. Il y a la possibilité d'essayer d'utiliser un peu son entourage, sa gestuelle, de parler distinctement, mais pas trop surarticulé, parce que sinon la personne a un peu l'impression de se faire disputer, c'est pas forcément agréable ou c'est infantilisant. Oui, il y a quelques conseils comme ça qu'on peut mettre en place, mais pour moi, le principal, en fait, il est d'abord dans les yeux de l'autre. Si on sent que la personne ne nous juge pas et qu'elle est simplement en volonté de communiquer, après, ça va se passer. On trouve toujours une possibilité de communiquer. Surtout qu'ils sont très forts, les sourds, faut pas oublier du matin au soir, ils sont en adaptation aux entendants. Donc, ils sont très, très forts pour finalement réussir à se faire comprendre. Par contre, faut pas avoir peur et puis pas avoir d'a priori, surtout ça. Pas oublier qu'en fait, il y a un être humain qui a en face de vous autant de capacités, simplement il va l'exprimer différemment. Merci. Et Valérie, alors, est-ce que un conseil, déjà, je n'ai pas parlé d'exercice aussi d'ailleurs, si vous avez des exercices.
Alors après, je pense que les liens de TikTok, Instagram et tout ça, ou même les dictionnaires en ligne sont des bons petits exercices de manière que sur des mots, pas sur les structures des phrases et sur une compréhension globale. C'est plus compliqué. Mais oui, c'est exactement, je reprendrai les conseils de Laure, d'être ouvert, d'être conciliant, d'être bienveillant. Voilà. Et d'être à l'écoute, ce qui est bête, mais... Et peut-être que c'est une dimension que l'on ne prend pas en compte, nous, maintenant un peu plus, mais c'est le corps. Le corps, il nous parle, le corps, il exprime des choses, on se déplace. Quand on parle à un enfant, on va se baisser, ça va être pareil avec un adulte, voir comment on peut faire pour que les choses se passent bien, magnifiquement bien, et que la communication passe par autre chose que par les mots. Et généralement, on y arrive. Donc, voilà. Pour ce qui est des exercices, oui, en effet, en ligne, il va y avoir des dictionnaires, par exemple, en ligne, pour aller trouver quelques mots en langue des signes. Après, rien ne vaut une formation, puisque, comme j'ai insisté tout à l'heure, c'est une langue, donc pour apprendre une langue, rien ne vaut d'aller se former. J'avais parlé en amont d'un site sur lequel on pouvait s'entraîner à l'alphabet, mais il s'avère qu'en fait, il ne fonctionne plus du tout, parce que j'ai été le revisiter cet après-midi, puisque en fait, à la fin de l'année 2020, ils ont arrêté en fait d'utiliser le Flash. Donc Adobe Flash en fait est complètement arrêté sur voilà, donc maintenant on ne peut plus accéder à ce site qui était fait uniquement en Flash. Donc je ne peux pas te le transmettre parce que ça ne servirait à rien. Voilà pour ce qui est. Merci, très riche comme partage. Donc on va concaténer tout ça, l'information, et on va la diffuser au moment où on diffusera le replay, ou même après, parce qu'on a l'habitude de diffuser un petit peu quelques jours après les conseils et puis les exercices, les livres, enfin voilà, tous les partages en tout cas dans d'autres supports sur les réseaux LinkedIn et Instagram. Donc ça fait quelque chose de très riche là. Donc merci en tout cas pour ce partage.